Bonjour à tous. L'actualité dans le monde actuellement, c'est la présidentielle aux États-Unis avec un certain Donald Trump en passe de retourner à la Maison-Blanche. L'ancien président des États-Unis est donc en train de prendre sa revanche sur l'histoire et sur les démocrates. Nous aurons au téléphone tout à l'heure Prince Joshua, il est béninois et il suit de près cette actualité sur le place et sera en direct sur cette émission. Ce sera dans un instant. Un autre invité qui sera au téléphone en direct dans cette émission, c'est le maire Justin Kiniko de Zanyanado. Avec lui, nous allons évoquer deux sujets concernant sa commune. D'abord, ce violent incendie qui a provoqué un mort et plusieurs blessés graves hier à Golihuego. Et puis, l'actualité au sein de la mairie avec les difficultés de la commune à se doter d'un budget pour l'année 2025. Et puisque nous parlons de budget de commune, dans la rubrique économie, nous allons examiner celui de Parakou. Il présente bien davantage pour la ville économique et historique dans le septentrion. Notre spécialiste maison des questions économiques sera lui aussi au téléphone pour partager les analyses avec nous. Bienvenue à tous. On va commencer donc la une des journaux avec Fraternité ce matin. Se nomme 2024 face aux défis des nouvelles technologies. Aurélie Adam Soulé Zoumarou prône la révolution numérique des médias. Et puis atelier d'imprégnation et d'appropriation des députés outillés sur le contenu du projet de loi de finances pour sa gestion 2025, journée porte ouverte sur la GIR à Zalaï, la GIZ, et la DGEAU ensemble pour une gestion intégrée des ressources en eau. En soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, mention très honorable pour Béranger Amoussou. Et puis avis de recrutement de chef de service au profit de l'ADET. C'est à découvrir dans la colonne de Fraternité dans sa production de ce matin. Voici le matinal, explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le paillot a encore tué d'importants dégâts matériels enregistrés à Golihuego, nécessité de changer de paradigme dans la gestion de la filière. On dira deux mots là-dessus avec justement le maire de cette commune qui sera au téléphone tout à l'heure. Et puis Dabarou qui nous propose ce matin cette belle information pour le renforcement de la croissance, la résilience sociale et climatique. Le Bénin décroche 635,5 millions d'euros auprès de la Banque mondiale. On va passer maintenant au quotidien. Les 4 vérités, Assemblée nationale, les députés s'approprient le contenu du projet de loi de finances pour la gestion de 2025. Et puis le potentiel Guinée équatoriale, Balthazar, le sexe crée l'hécatombe, une catastrophe sanitaire inévitable. Les solutions à explorer par l'État équato-guinéen. Nord-Sud quotidien ce matin, soutient à la croissance et à la résilience climatique. 414,813 milliards de francs CFA alloués au Bénin. 109 pour continuer donc la une des journaux ce matin. Fruit de la coopération décentralisée Nord-Sud, construction en vue de 19 fontaines dans le premier arrondissement de Porto Novo. Et puis le Soleil Bénin Info a fait coup d'état au Bénin et notamment à la Criette. Bokoy Khomeki à nouveau devant la commission d'instruction aujourd'hui. Bénin intelligent, exercice illégal des professions médicales. Les auteurs changent de stratégie. Nouvelle tribune, meilleur système éducatif d'Afrique. Le Bénin absent du top 10 de la fondation Mo Ibrahim. Le routier, transactions économiques électroniques du Bénin, 3430,1 milliards de francs CFA de transfert Momo en 2023. Éveil Info. Flambée des prix de la noix de karité au Bénin, une pression inédite sur les transformateurs locaux. Nous passons à l'événement précis. Professeur Théodore Olo sur l'affaire qualifiée de coup d'État déjouée. Il y a peut-être atteinte à la sûreté de l'État, a hasardé donc
le professeur spécialiste de droit constitutionnel. Matin libre, Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour une réforme du droit de veto, puis de l'unanimité de vote à la CEDEAO. Nous passons au quotidien de service public La Nation, semaine numérique, les réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère du digital. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. C'est l'homme 2024 face aux défis des nouvelles technologies. Aurélie Adam Soulé Zoumarou prône la révolution numérique des médias et puis atelier d'imprégnation et d'appropriation. Les députés outillés sur le contenu du projet de loi de finances pour sa gestion 2025. Journée porte ouverte sur la GIR à Azalaï. La GIZ et la DGO ensemble pour une gestion intégrée des ressources en eau. Soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. Mention très honorable pour Béranger à Moussou. Et puis un dernier titre, avis de recrutement d'un chef de service au profit de la dette. Détail à découvrir dans la colonne de Fraternité dans sa production de ce mercredi matin. Et voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va rapidement passer à une autre étape. Je vous propose qu'on désorganise un peu l'ordre normal dans le menu d'actu matin. On va faire la transition rapidement. Et on va prendre notre invité au téléphone, Prince Josso. Il est béninois, résident aux États-Unis et précisément dans l'État du Texas. Il suit un peu de près l'actualité liée à la présidence. Et là-bas, les premières bonnes nouvelles, en tout cas, tombent déjà. On a une idée de celui qui pourrait occuper pour les 4 prochaines années la Maison-Blanche. Cela pourrait être, en tout cas, l'ancien président Donald Trump, puisqu'il a une avance sur sa challenger, notamment Harris, la candidate donc démocrate. Voici donc notre invité ce matin. Prince Josso, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin au sujet de cette actualité, mettons, planétaire à la limite, les élections de la présidence, à la présidence des États-Unis. Le vote a été effectué hier. Je précise que là maintenant, on est dans la nuit électorale aux États-Unis. Quelles sont les tendances pour les premières nouvelles qui nous parviennent? Donald Trump est en tête et pourrait occuper, ma foi, une avance qui décide définitivement de son élection. C'est vrai, hein? C'est exact, Tanguy. Donald Trump qui va probablement retrouver la Maison-Blanche après avoir échoué en 2020 face à Joe Biden. Actuellement, les grandes tendances donnent lui largement la victoire sur la candidate démocrate Kamala Harris, qui, au vu des premiers sondages, des premières heures des candidatures, lui donnait la victoire sur Donald Trump. Mais là, on voit que Donald Trump est en train franchement, de faire un coming back pas possible. La majorité des grands électeurs, ou du moins non seulement on sent qu'il a gagné le vote populaire, mais également les grands électeurs. Juste pour rappel, les grands électeurs sont ceux qui en fait qui décident véritablement de qui sera le président des États-Unis. Parce que le vote populaire ne suffit pas pour déterminer en fait ici aux États-Unis qui va véritablement occuper le fauteuil présidentiel de la Maison Blanche. Qu'il vous souvienne que Hillary Clinton en son temps avait bel et bien gagné le vote populaire. Absolument. Mais malheureusement n'a pas pu avoir l'aval ou du moins la chance de pouvoir occuper le fauteuil présidentiel parce que les grands électeurs ont choisi plutôt Donald Trump en son temps. Alors, on va hasarder quelques détails. Est-ce que vous avez des chiffres sous la main là pour nous présenter un peu le tableau? Oh oui. Actuellement, on a au niveau des grandes tendances, Donald Trump qui a approximativement 247 grands électeurs en sa faveur. Par contre, Harris qui a plutôt 210. Elle n'a pas bougé depuis des heures. Depuis des heures, exactement. Et les décomptes
se poursuivent dans les États clés qu'on appelle ici les swing states, par exemple dans Pennsylvanie, qu'il vous souvienne que les candidats qui ont remporté l'élection en Pennsylvanie, notamment les 2 dernières élections, ont remporté l'élection présidentielle américaine. Oui. Ça a été pareil pour Donald Trump en 2016, pareil pour Joe Biden pour la dernière élection. Là-bas, le décompte se poursuit et presque à terme. Il donne pour le moment largement victoire à Donald Trump, qui est probablement à 51% contre 47%. De l'autre côté également, il y a l'Arizona qui est en cours. Et le décompte à ce niveau est à 51%, et qui donne également la victoire à Donald Trump à 50% contre 49%. Par contre, on dirait qu'en Arizona, c'est plus ou moins corsé pour les 2 candidats. Donc, je pense bien que la différence va se faire au niveau de la Pennsylvanie, parce qu'en Pennsylvanie, il faut dire qu'il y a 19 grands électeurs. Donc, celui qui remporte la Pennsylvanie, celui qui remporte la Pennsylvanie va quand même a de fortes chances de pouvoir aller à la Maison-Blanche. Pareil pour l'Arizona. En Arizona, nous avons 11 grands électeurs. À ce niveau, il y a Donald Trump qui est légèrement en tête. Et nous avons également le Nevada également, où les décomptes sont à, disons, Nevada, disons, à ce niveau, c'est déjà à 50% également. 50%, et il y a Trump qui est en tête également avec 50% des suffrages en sa faveur contre 47% pour Kamala Harris. Donc, disons que, sauf surprise ou cataclysme, je pense que Donald Trump favori va probablement retrouver son fauteuil présidentiel. Ça va être une belle revanche apparemment. Exactement, ça va être une très belle revanche, encore qu'il n'a jamais, jusque-là, aux dernières campagnes, il a toujours clamé avoir gagné les élections de 2020. Donc, on attend probablement de voir Donald Trump, comme on le connaît, qui ne cache pas ses impressions. Ses adversaires politiques auront de jours chauds, bien il aura beaucoup de choix à leur distribuer prochainement dans la presse américaine. Quelle analyse vous inspire justement ces premiers chiffres-là, vous en tant que Béninois sur place? Il faut dire que personnellement, ça ne me surprend pas, ces résultats, parce que sur place, la politique migratoire de Joe Biden a véritablement joué en la défaveur de la candidate Kamala Harris. Il faut dire que plusieurs millions d'immigrants en greffe illégaux ont traversé les frontières, et Trump a toujours reproché cela à l'administration Biden, qui pense que Biden n'est pas assez dur, n'est pas assez ferme, rigoriste, assez ferme, voilà, n'est pas assez ferme en matière d'immigration illégale. Et Trump en a profité également pour faire comprendre, ou du moins il a surfé sur ce fait de cette immigration, de cette vague d'immigration de ces dernières années illégales, pour dire en fait pour expliquer aux Américains que en fait le taux de chômage, le taux de chômage, que dirais-je, genre le manque de pouvoir d'achat des Américains est dû au fait que il y a une migration illégale, que ce sont les immigrants, je vais dire mot pour mot, je vais le citer mot pour mot, que ce sont les immigrants en fait qui volent les boulots des Américains. Bon, est-ce que c'est vrai? On connaît Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime le show. Et il faut dire également que le taux de pauvreté est de plus en plus accentué, croissant, est de plus en plus accentué. Et une fois de plus, Donald Trump vient faire le parallèle entre l'immigration et ce manque de pouvoir d'achat des Américains également. Et Donald Trump qui va jusqu'à dire que l'immigration est un danger, est un problème pour le pays. Et quand il dit par exemple son expression « immigrant, they are eating the dog, they are eating the cat », ça veut dire quoi? Que les immigrants viennent ici, ils mangent les chiens, ils mangent les chats,
et que personne n'est en sécurité. Donc il a su surfer en fait. Et quand on sait que l'Américain de nature, c'est quelqu'un qui veut quand même rester chez soi, qui ne voudrait pas non plus que quelqu'un vienne le déranger sa quiétude, je pense que ce sont des choses qui ont fait moche, notamment l'immigration et l'économie qui ne se portait pas bien. Ce sont les facteurs notamment qui ont joué en la défaveur de la candidate Kamala Harris. Juste, ouais, vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être aussi, à contrario, hein, que peut-être la population américaine, les électeurs américains ne sont pas encore prêts à voir peut-être une femme diriger ce qu'on appelait la première puissance économique et militaire du monde? Oh, bien sûr. On pourrait bien évidemment l'analyser sous cet angle-là, parce que ils ont eu l'occasion en or de pouvoir élire Hillary Clinton en 2016, ça n'a pas été fait. Ils ont eu une autre occasion actuellement qui apparemment est en train encore de ne pas être le cas, ce qui est bien dommage. Et ça fait poser beaucoup de questions. On se demande est-ce qu'ils sont véritablement prêts pour se faire diriger par une femme de plus âgée, une femme de couleur. Encore qu'on sait que dans la communauté afro-américaine, elle n'est pas toujours très bien vue comme étant quelqu'un appartenant à la communauté noire. Vous voyez, parce que les Noirs lui ont toujours reproché également, certains Noirs notamment, ont reproché à Kamala Harris qu'elle a été beaucoup trop dure quand elle était procureure dans l'État de la Californie. On lui a rappelé un peu son parcours et son histoire, justement, en tant que procureur. Et cela n'a pas été vraiment en faveur de la communauté noire à ce sujet-là. Rapidement et en une trentaine de secondes, si Donald Trump était confirmé élu à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui, à vos yeux, pourrait changer dans le quotidien des Américains ou dans la politique étrangère américaine? Je pense que je n'espère pas grand-chose sur le plan économique venant de Donald Trump. Je pense que Donald Trump vend beaucoup plus le rêve à mon avis. Il sait quel discours tenir face aux Américains. Quand c'est quelqu'un qui veut surfer sur la religion chrétienne ou protestante, qui veut montrer qu'il est toujours protectionniste, c'est lui qui demande aux Américains de venir lutter contre l'étranger, que l'étranger est un danger. Donc, en gros, je n'espère pas grand changement chez lui. Par contre, pour la politique étrangère, là où il a véritablement conquis les Africains notamment, qui estiment que les Américains d'origine africaine ont supporté Trump parce que jusque-là, ils n'ont pas pardonné à l'administration Obama les nombreuses interventions qui ont eu lieu en Afrique notamment, en Libye, en Côte d'Ivoire, vous voyez, donc, ils pensent que les républicains ne sont pas vraiment des va-t-en-guerre. Donc, quand j'ai discuté avec les Africains, notamment francophones, ils préfèrent plus la politique des républicains que celle des démocrates qui sont considérés que des gens beaucoup plus va-t-en-guerre que tout le reste. Justement, l'affaire de Zelensky a également emporté beaucoup, n'a pas beaucoup plu également aux Américains. Donc, en gros, voilà. Merci beaucoup à vous, Prince Jossou, d'avoir été en ligne. On va garder le contact tout au long de la nuit électorale pour voir comment est-ce que les événements vont évoluer, notamment aux États-Unis. Mettons que d'ici quelques heures, en principe, les dés devraient être jetés. On aura une idée assez précise et définitive, donc, de celui ou celle qui aura été élu à la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Allez, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Et le Bénin qui réédite une fois encore la semaine du numérique. Cet événement phare de l'écosystème numérique béninois a pour principale mission de mettre en avant les avancées technologiques et discuter des défis auxquels le secteur est confronté. Les réflexions de cette 7e édition de la CEDOM semaine autour du numérique et des médias. On aura des détails. Et puis, on en sait désormais beaucoup plus sur les actions réalisées par le Bénin et le Niger dans le cadre du projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et à la prévention des conflits, à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles, réunis à Cotonou à l'occasion de leur 2e réunion. Les membres du comité de pilotage du projet ont fait le bilan de leur activité. Le bulletin vous donnera d'autres détails aussi.
Voici justement la tranche d'information à présenter par Ingrid Day. On va parler numérique pour ouvrir le bulletin d'information. La 7e édition de la semaine du numérique a bel et bien été lancée hier à Cotonou. Oui, Tanguy, c'est à la limite la célébration de la transition numérique du secteur médiatique du Bénin avec un thème qui allie numérique et médias dans un environnement fait de prolifération des nouvelles technologies de l'information et surtout des nouveaux canaux de diffusion. La transition numérique du secteur médiatique prend petitement corps au Bénin et cette semaine du numérique officiellement lancée ici vient lui donner un coup de pouce. Pour cette 7e édition du Sénom, une part belle est faite aux médias et les réflexions convergent autour du thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Repenser la régulation audiovisuelle à l'aide du numérique revient à passer de la régulation des médias traditionnels où la diffusion de l'information est plus ou moins maîtrisée à une régulation adaptée aux mutations de l'écosystème où la possibilité est donnée désormais à tous de diffuser des informations sur diverses plateformes à travers Internet. L'adaptation de la régulation audiovisuelle aux mutations de l'écosystème à l'aide du numérique peut donc s'implémenter à travers 3 points qui sont la législation, le système technique de monitoring et les regroupements régionaux. Il me paraît nécessaire d'aborder, ou qu'il soit abordé, au cours de cette semaine du numérique, la nécessité de concilier la mission d'information des acteurs des médias avec l'obligation de protéger les données à caractère personnel. La protection donc des données à caractère personnel, évidemment, a aussi besoin de la contribution des acteurs des médias. Les structures d'État et institutions de la République partenaires ont donc un regard sur les effets induits par la prolifération des technologies de l'information et des nouveaux canaux de diffusion. L'autorité de tutelle à son niveau ne croise pas les bras sur ce qui aujourd'hui se présente comme une opportunité mais surtout un couteau à double tranchant dans la cohabitation entre médias traditionnels et médias en ligne. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'engagement et la résilience de ces acteurs des secteurs du numérique et des médias, qu'ils soient publics ou privés. Ces acteurs et ces professionnels qui œuvrent chaque jour pour enrichir notre paysage médiatique et lui offrir le support de propulsion nécessaire à son essor. Des panels de discussion et de communication sont prévus dans le cadre de cette célébration de la semaine du numérique. Les acteurs impliqués promettent se pencher sur l'avenir du paysage médiatique au Bénin. Et pendant ce temps, et toujours à Cotonou, les membres du comité de pilotage du projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles ont tenu leur deuxième réunion. Il est question pour les principales parties prenantes, à savoir le Bénin et le Niger, de faire le point de la mise en œuvre de ce projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Reportage. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles est déjà dans sa phase opérationnelle. Les membres du comité de pilotage tiennent à Cotonou ce mardi 5 novembre 2024
leur deuxième réunion à titre d'évaluation de mise en œuvre. Le projet vise à contribuer à la prévention et gestion des conflits autour de la frontière entre le Bénin et le Niger en assurant une collaboration transfrontalière des communautés, des services de l'État, des autorités locales, des leaders coutumiers et religieux et du secteur de la sécurité et en favorisant un partage des ressources naturelles qui permettent aux populations d'accéder à des opportunités socio-économiques durables dans des secteurs porteurs. Cette réunion constitue donc une occasion privilégiée pour examiner les progrès réalisés, de définir et d'approuver le plan de travail annuel de 2025, de discuter des défis rencontrés et enfin de déterminer ensemble les actions à entreprendre avec le budget consacré aux activités transfrontalières, étant donné que ces dernières ne peuvent plus être poursuivies. Le projet s'engage à promouvoir une collaboration harmonieuse entre les agriculteurs, les éleveurs, les jeunes et les femmes des deux pays, en mettant l'accent sur la prévention des conflits et la promotion de la cohésion sociale. Il vise également à développer des opportunités socio-économiques pour les populations vulnérables des zones frontalières. Depuis son lancement, le Bénin travaille à l'atteinte des résultats attendus. Après chaque année de mise en œuvre, il s'avère nécessaire de marquer un arrêt pour faire examiner le chemin parcouru et en tirer les leçons subséquentes. Ainsi, à travers cette session, nous aurons à apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités sur le terrain et, si nécessaire, donner des orientations pertinentes et réalistes pour plus d'efficacité dans la poursuite du projet. Examiner et approuver le plan de travail du projet pour 2025. Faire un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes au fin d'une plus grande mobilisation et d'un meilleur accompagnement dans la mise en œuvre du projet pour la période restante. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et prévention des conflits, à la transhumance et la gestion des ressources naturelles a une durée de 2 ans. À terme, ce projet va toucher directement 2250 bénéficiaires et indirectement 200 000 personnes. Les cadres de la mairie de Dangbo ont eux aussi passé au peigne fin leurs activités. C'est à l'occasion de leur 4e session ordinaire au titre de l'année 2024. La rencontre leur a permis de faire des projections pour l'année prochaine. Florence Bossa pour les précisions. Autour de cette table, des conseillers communaux de la mairie de Dangbo. Ils échangent sur le rapport du conseil d'activité du conseil de supervision et le bilan des activités lors des sessions précédentes. C'est un exercice périodique qui vise à améliorer les performances au sein de cette commune. Nous venons aujourd'hui, après 3 jours d'intenses activités, de finir avec tous les points inscrits à l'ordre du jour de notre présente session. Et je comprends toute la volonté que vous avez mise dans les études, les analyses et les débats très intelligent, pertinent que vous avez fait pour qu'on aboutisse à un résultat vraiment probant. Cette session ordinaire, la 4e et la dernière de l'année 2024, a été également consacrée à l'examen et la validation du budget de gestion primitif 2025. C'est à la grande satisfaction de tout le conseil communal. Au-delà du budget du primitif de gestion 2025 qui a été adopté à un montant de 1,343 530 536 francs CFA, que le registre de prestation de la mairie des redevances relatives également a été actualisé. Cela fondamentalement pour tenir compte des évolutions dans l'environnement communal, mais également pour prendre en compte le pouvoir d'achat des populations sur certaines prestations. Et une fois que ces documents-là sont adoptés, ce répertoire, donc le budget validé par le conseil, nous, au secrétaire exécutif, moi, SE avec mes collaborateurs, ce que nous avons à faire, c'est de mettre tout en œuvre pour que dans les délais requis,
nous puissions prendre en compte les observations, mobiliser tous les documents qu'il reste pour adresser le document à l'autorité de tutelle pour son approbation. Au cours de cette session de 3 jours, les participants ont passé au pays fin les différents points d'exécution des activités à travers des communications. Des recommandations sont également faites dans ce sens. En image maintenant, les cadres à divers niveaux du secteur de l'eau revisitent les avancées opérées dans le domaine au Bénin. C'est à la faveur de journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau. Cette initiative du ministère en charge de l'eau est soutenue par la coopération allemande au Bénin. Les précisions dans nos prochaines éditions. C'était le bulletin Tanguy. Merci beaucoup à vous Ingrid Deb pour la présentation donc de ce bulletin d'information sur Actu Matin. Ce matin, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'autres rendez-vous, on a l'information sur Canal 3 Bénin. Notez bien à 16h et à 11h, le rendez-vous de bulletin d'information, c'est le petit format. À 13h, à 19h30 et à 22h30, c'est les grands rendez-vous. L'actualité, le tour d'horizon aussi bien au Bénin qu'à l'étranger, et ce sont donc les divers horaires qu'il faut noter dans son calepin quand on est sur Canal 3 à Bénin. Allez, on va passer à un autre acte sur Actu Matin, c'est la page invité. Cette fois-ci, on ira directement à Zanyanando pour appeler le maire. Voici l'invité ce matin. Nous avons donc au téléphone ce matin le maire de la commune de Zanyanando, M. Justin Kiniko. Monsieur Kiniko, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour monsieur Agoy, c'est plutôt Kanepo et non Kiniko. Kanepo, merci beaucoup. Toutes nos excuses donc pour cette écorchure de votre nom, Justin Kanepo. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Avec vous, on va évoquer 3 sujets concernant la commune. On va commencer déjà par l'actualité la plus brûlante, ce qui s'est passé hier. Il y avait eu un drame précisément à Gonli-Huebo, monsieur le maire. Un véhicule transportant de l'essence de contrebande a explosé et a engagé des vies humaines. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise à l'heure actuelle du bilan de ce drame-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À travers moi, toute la commune de Zanyanando, vous dire sincère merci de vous intéresser à notre commune. Je suis Justin Kanepo, comme je viens de vous le dire, merci beaucoup, le maire de la commune de Zanyanando. Oui. C'est vrai, hier, tôt le matin, nous avons subi un drame, et c'est ça que vous venez de dire, un véhicule Titan qui transporte de l'essence frulatée, des bidons d'essence frulatée, en direction de Kédou, c'est-à-dire du Nigeria, est arrivé au niveau de l'arrondissement d'Agonikobo, un peu juste avant le bureau d'arrondissement, a perdu le contrôle. Et quand il a perdu le contrôle, le conducteur du véhicule est sorti, il a fui avec ses 2 apprentis. Donc le véhicule est allé mourir dans sa course au niveau de la maison du père, du géniteur du CA d'Agonikobo. Il y avait une dame qui était dans la cour, et donc quand le véhicule est tombé, la flamme a commencé aussitôt. La dame qui était dans la cour a dû prendre la fuite, mais malheureusement la maman du chef d'arrondissement était dans sa chambre en train de s'apprêter pour aller au marché de Pédépo. Et quand elle a constaté qu'il y a du bruit dans la cour, elle a voulu sortir, mais c'est là elle a constaté que toute la maison est déjà en flammes. Elle a quand même eu le courage de traverser la flamme, mais en traversant, elle est tombée, évanouie. Et la population quand même est allée à sa rescousse. Et les sapeurs-pompiers alertés sont venus aussitôt. La police républicaine est venue. Et donc, voilà la situation. Et la dame a subi une brûlure
3e degré, nous avons dit quand on l'a amenée à l'hôpital Bermotin de Zanyanando. Par la suite, elle a été envoyée sur l'hôpital de Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, au CNHU. Actuellement, elle est aussi aux soins intensifs. Je viens de les joindre et l'espoir est permis. Donc, il n'y a pas d'autres blessés. Nous avons la maman du CA qui est blessée, mais les dégâts matériels sont colossaux. La maison n'existe plus. Le véhicule qui a transporté le carburant est allé en cendres aussi. Et c'est vraiment un drame. Et en résumé, voilà le bilan que je peux vous faire. Alors, il y avait les premières informations qui nous étaient parvenues, établissant, je dois dire, un bilan d'un mort, de plusieurs blessés ou brûlés graves à des degrés divers. Pour vous, votre information s'est bien confirmée. On n'a qu'une seule personne brûlée et ça s'arrête là. C'est bien ça. Je crois que l'information est souvent tronquée. Les gens, quand ils apprennent qu'il y a un événement quelque part, ils ne descendent pas sur le terrain, ils disent ce qu'ils veulent. Je crois que vous qui êtes allés à la source de l'information, vous êtes en train d'avoir la bonne information et la juste. Il y a un brûlé, en l'occurrence la mère de mon élu. Et à part lui, il n'y a pas d'autres blessés. C'est vrai qu'il y a moins de 2 semaines, nous avons connu un cas similaire d'accident dans lequel nous avons eu des brûlés à hauteur de 5 et que nous avons suivi aussi jusqu'au CNHU qui, malheureusement, nous ont tous quittés. Ces brûlés nous ont quittés. Il ne faut pas confondre l'accident d'il y a 2 semaines à celui d'hier. C'est le même format presque parce que c'est un véhicule gros porteur aussi qui a dévié au niveau de l'école primaire publique, toujours dans les Kwebo, qui a, dans sa course, il a emporté 2 tricycles et une moto. Et dans ça, là, il y a eu 5 brûlés que nous avons envoyés à l'hôpital, suivis, qui malheureusement nous ont quittés. C'est ça. Mais monsieur le maire, différent de l'incendie d'hier, où nous avions eu une seule personne brûlée. Une seule blessée brûlée, qui actuellement est aux soins intensifs et qui va aller mieux. Plaise au Seigneur. Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe à Gonlikwebo avec l'essence de contrebande et précisément avec ces incendies? Monsieur le journaliste, ce qui se passe à Gonlikwebo, je ne saurais le dire. Vous savez très bien ce qui se passe avec cette affaire de l'essence de contrebande qui, dans notre pays, nourrit des milliers de familles. Et le président Patrice Talon, avec son gouvernement, ont déjà vu juste et ont anticipé. Ils ont anticipé en cherchant déjà la solution qui va durer dans le temps. Laquelle solution est celle qui veut que ces gens-là, les pratiquants de cette activité, soient quand même mis ensemble et on va leur offrir des mini-stations juste pour leur sécurité. Mais le projet n'avance pas, monsieur le maire. Les bons projets n'avancent pas comme nous, les profanes, nous souhaitons. Les bons projets sous le président Patrice Talon, sont réfléchis. Et quand on est en train de réfléchir pour bien faire, ça prend un peu du temps. Talon Patrice, le président de la République, ne fait pas comme les autres. Et quand il fait, à la fin, on l'applaudit et c'est bien. Je pense que le président qu'il faut pour ce pays, c'est le président Patrice Talon qui réfléchit bien, qui fait bien ce qu'il doit faire et autant qui correspond à ce qu'il veut faire, qui veut être fait. Je pense, vous venez de dire que le projet n'avance pas, mais je pense que ça avance très bien. Vous n'êtes pas dans le secret de ceux qui sont en train de faire le projet et donc d'ici à là vous allez voir. On est journaliste, monsieur le maire, et on vit au Bénin, on a les informations aussi comme vous d'ailleurs, monsieur le maire. Alors on va continuer avec une autre actualité de votre commune. Il s'agit notamment de ce qui se passe au niveau donc de la mairie. Quelques indiscrétions qui nous sont parvenues, vous allez nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Quelques indiscrétions qui nous confient que la commune a beaucoup de difficultés actuellement à se doter de son budget pour l'exercice 2025. Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe?
Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Vos indiscrétions m'étonnent. Votre source, apparemment, vous travaillez à la mairie de Zanyarando, on dirait. C'est vrai, la commune de Zanyarando, la mairie de Zanyarando, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'a pas son budget. Et à travers cela, je ne vais pas trop parler parce que la loi nous dit, la loi nous montre la voie à suivre et le président Patrice Talon je vous dis, c'est un génie. C'est un génie qui réfléchit et qui prévoit les choses qu'il faut pour l'avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est en cela qu'il a mis en place une réforme de gestion des communes, une très belle réforme. On ne peut pas avoir du développement au niveau des communes sans passer par ces réformes. C'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Absolument. On aura certainement des choses à corriger, à revoir. Mais je vous dis, en tant que maître depuis près de 5 ans, et avec la lecture croisée que je fais des anciennes dispositions et celles actuelles en ce qui concerne la gestion des communes, je crois que si le Bénin veut vraiment aller au développement à la base, on ne peut que applaudir ces réformes-là. Malheureusement, mais alors, oui, monsieur le journaliste, oui, le président Patrice Talon et ses acolytes que nous sommes, nous ne sommes pas aimés par les cadres techniques envoyés à la commune de Zanyarando, en l'occurrence le chef actuel de la gestion de l'administration. Mais je sais que la loi nous dit le comportement à tenir. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que jusqu'à l'heure où je vous parle, le débat d'orientation budgétaire qui devrait être fait à la fin de la première quinzaine du mois d'août, en l'occurrence le 14 août 2024 jusqu'à aujourd'hui, le secrétariat administratif de Zanyarando n'a pas pu mettre ce débat les documents de ce débat à la disposition des élus que nous sommes. Les budgets, vous allez constater que la loi dit qu'au plus tard, le 31 octobre de l'année N, le budget de l'année N+1, doit être voté. Mais actuellement, à la mairie de Zanyarando, moi-même qui vous parle, les documents budgétaires que je dois avoir sous la main pour pouvoir convoquer les différentes sessions, en l'occurrence, la session du conseil de supervision et celle du conseil communal, je ne les ai pas jusqu'à présent. C'est dommage. Oui, les performances de ma commune... Monsieur le maire, vous parlez comme si vous êtes tout impuissant et que vous n'avez aucun rôle, aucun contrôle, aucun pouvoir sur l'administration. Non, monsieur le journaliste, c'est ça que je vous dis. Je vous dis que la loi donne la puissance. La loi nous donne la puissance, mais vous n'êtes pas si puissant et que vous faites ce que vous voulez parce que la loi vous donne cette puissance-là. La sagesse humaine voudrait que nous soyons humbles. La sagesse humaine voudrait que quelqu'un qui est à la tête d'une société, d'une communauté, quelqu'un qui est le chef quelque part, lorsqu'il y a des difficultés, qui cherche les moyens par lesquels il va solutionner ces difficultés. Nous avons essayé tout ce que nous voulons. Le préfet a donné toutes les directives qu'il faut. La cellule a fait ce qu'elle a pu, mais malheureusement, nous avons quelqu'un qui ne veut pas que les actions du président de la République dans la commune de Zanyarando soient concrètes. Sinon, comment comprendre? Comment vous pouvez comprendre alors qu'en 2020, ceux qui travaillaient à la mairie ne sont pas des techniques, ne sont pas aussi allés à l'école comme ceux que nous avons actuellement? Monsieur le journaliste, moi qui vous parle, je ne suis pas un produit de la décentralisation, mais en 2020, nous avons mis la barre très haut en ce qui concerne la mobilisation de nos ressources propres. En 2021, on l'a fait encore, mais malheureusement en 2022, où nous avons reçu des gens capables de nous dire, techniquement, il faut aller dans tel sens, au lieu d'aller dans tel autre. C'est à partir de cet instant-là que nous avons connu que les ressources que nous avons sont devenues du n'importe quoi. On va peut-être... vous ne pouvez rien faire sans avoir de l'argent. Mais l'argent propre de la mairie de Zanyarando a connu comment je vais dire, pas un accroissement, mais une diminution drastique. Les investissements, l'année 2023, Zanyarando n'a pas pu consommer l'argent que la commune a sur son compte. Nous n'avons connu qu'un pourcentage de 0,06%. On n'a rien fabriqué. Et là, je vous dis, quelqu'un qui ne veut pas que nous qui applaudissons, nous qui suivons le président de la République, nous qui voulons que celui qui est en haut et qui nous donne les directives à suivre par les lois, quelqu'un qui ne veut pas que nous allions dans cette direction, qui bloque tout.
Il y a un homme plus puissant. Le comportement assure, monsieur le journaliste. On n'est pas impuissant. Il y a un homme plus puissant que tout le monde apparemment à la mairie de Zanyana 2 et même plus puissant que le préfet apparemment. En tout cas, on va chercher à savoir ce qui se passe dans le fond. Ça, c'est votre version. On verra bien avec d'autres acteurs au niveau donc de la mairie ce qui se passe concrètement pour qu'on en soit justement à cette étape-là. Monsieur le maire, rapidement, il y a 30 secondes. On sait que Zanyana 2 est souvent le théâtre aussi d'autres phénomènes, notamment cycliques. Je veux parler de la transhumance des bêtes sauvages, notamment avec les éleveurs. Cette année, ça a été relativement calme. Est-ce qu'il y a eu des actions particulières qui peuvent expliquer, je dois dire, cet état de choses? Et là, vraiment en 30 secondes. Merci beaucoup, monsieur. Comme vous venez de le dire, ce que la nature a mis à la disposition de Zanyana 2, qui devrait être une opportunité, est souvent source de difficultés pour nous. L'eau que nous avons en permanence est convoitée par ces animaux-là. Et c'est ça, je vous dis, ce que nous avons, c'est les lois, c'est les réflexions poussées du président de la République et de son gouvernement qui a mis en place actuellement une nouvelle stratégie Le président et son gouvernement, ils ont mis en place actuellement une nouvelle stratégie de gestion de cette affaire-là. C'est pourquoi nous avons une accalmie relative, comme vous venez de le dire. Et nous sommes dans la gestion, mais nous avons aussi mis en place des stratégies qui nous permettent de ne pas être corrompus, qui nous permettent de ne pas voir les élus de la base en haut jusqu'en haut, ne pas être corrompus. C'est vrai que les difficultés de la commune continuent, existent en la matière, parce que nous sommes une commune purement agricole. Oui. Et nous sommes en train de connaître actuellement la décrue. Et c'est en ce moment-là que les populations ont commencé par faire leur semis. Et après, c'est les animaux qui vont commencer par arriver. Mais on nous a donné désormais une bonne stratégie. Et si chacun de nous, là où il se trouve, il fait bien son travail, je crois que on va pouvoir souffler. Et nous profitons pour dire un sincère merci au gouvernement que nous accompagnons, le gouvernement du président Patrice Talon, qui réfléchit très bien, qui est très stratégique, et je dis bravo président, bravo à tous les... Merci beaucoup à vous, monsieur le maire. Je rappelle que vous êtes Justin Kaneko, vous êtes maire de la commune de Zanyana 2. Vous étiez au téléphone en direct sur l'Actu Matin sur 2 ou 3 sujets, notamment ce drame intervenu à Gonokrugbo hier avec l'explosion d'un camion transportant de l'essence de contrebande. Vous nous rappelez, précisez qu'il y a eu une personne brûlée en hospitalisation et en observation actuellement. En dehors de ça, on a parlé de la situation au niveau donc de la mairie avec la difficulté de la commune à se doter de son budget pour l'année 2025. Et puis on a dit 2 mots au sujet de la transhumance des bêtes qui, ma foi, a fait observer moins de dégâts, en tout cas pour cette année 2024. Bonne journée, monsieur le maire. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Retour à Cotonou. Il y a un candidat qui s'impatiente et j'imagine vous aussi, puisqu'hier c'était donc la 4e journée, le début de la 4e journée de la Champions League. Beaucoup de matchs joués. Allez, rapidement, on vous en rend compte. Voici Sport Matin. Candide, bonjour. Bonjour. Dans la phase de la Ligue de la Grande Metz de football européen abordé, comme je l'annonçais tout à l'heure, la 4e journée hier, le Real concède une 2e défaite et Man City lui concède un lourd échec en déplacement. Oui, doit-on dire que ce mardi ou ce début de 4e journée de la phase de Ligue de l'UEFA Champions League ne sourit pas aux équipes de gros calibre. En tout cas, c'est ce à quoi on a eu à assister hier. D'abord, défaite du Real, tenant du titre, défaite de Manchester City en déplacement, défaite aussi du RB Leipzig, sans oublier le revers enregistré par le Bayer Leverkusen. En tout cas, les surprises, c'est pas ce qui en manque en Ligue des Champions. Pour ce qui est des résultats, on a eu la victoire 4-0 du PSV Eindhoven devant la Girona, 4-0 bien entendu. Bratislava s'est incliné sur un score d'1 but contre 4 devant Dynamo Zagreb, 1-0 pour la victoire du Borussia Dortmund, battu lors de la 3e journée par le Real Madrid. Cette fois-ci, le club du Borussia Dortmund s'impose par un score d'1 but à 0 au Storm Graz, 1-0 pour la victoire de l'AS Monaco devant la Bologne. Celtic Glasgow s'est imposé avec un score de 3 buts à 1
au RB Leipzig. Lille a partagé les points bien entendu avec l'équipe de la vieille dame, la Juventus de Turin, 1 but partout entre les deux équipes. Liverpool enregistre bien entendu une victoire 4-0 devant le Bayer Leverkusen, vainqueur de la Bundesliga la saison écoulée. Le Sporting Club du Portugal inflige une défaite 4-1 à Manchester City, bien entendu le club des Citizens, les Sky Blues qui enchaîne bien entendu, qui enregistre ainsi leur toute première défaite de cette saison en Ligue des champions européenne, bien entendu. Le Real Madrid, pour finir avec les résultats d'hier, s'incline sur un score d'1-3 devant l'AC Milan. On a vu l'AC Milan ouvrir le score dans un premier temps. Le Real Madrid qui a égalisé, mais par la suite, les choses se sont très vite compliquées pour l'AC Milan. Vous avez certainement suivi cette déculottée. Oui, j'avoue que j'ai été surpris par l'issue de cette rencontre. Ça fait quand même, la deuxième défaite en 4 journées pour le Real, mais mettons 2 semaines difficiles pour le Real. Je ne sais pas s'il y a un problème dans les vestiaires, mais je n'en ai pas l'impression. La deuxième question que je peux me poser aussi, c'est pourquoi Ancelotti ne lance pas les plus jeunes. On a vu quand même Vasquez souffrir, on a vu Eder Militao se balader, même Rudiger aussi. C'est vrai qu'il a l'habitude d'apporter quelques appuis offensifs à l'équipe, mais hier aussi ces sorties étaient vraiment très risquées. Et puis sur le flanc gauche, on a un certain Mendy aussi qui parfois est en train de rêver. J'avoue qu'il faut trouver un moyen de renouveler cet effectif-là. De toute façon, on a vu la déculottée hier de l'AC Milan devant cette équipe du Real Madrid qui aura poussé. On a vu cette équipe du Real Madrid qui voulait un tant soit peu rééditer le scénario. Retrouver son esprit habituel, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché hier. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on leur a refusé le deuxième but. Il y avait, on a vu cette situation-là, il y avait une position beaucoup plus avancée sur ce coup, notamment le but de Rudiger, bien entendu, ce qui a fait que le but a été refusé. Après, on a vu un grand gardien dans les buts de l'AC Milan, notamment Mike Maignan, qui a refusé à plusieurs reprises, que ce soit à Rudiger, que ce soit à Vinicius Junior, de pouvoir d'abord réduire le score et pourquoi pas rééditer le scénario de toutes les semaines. Allez, on va poursuivre avec les affiches, toujours comptant pour la suite de cette 4e journée de la phase des ligues de l'UEFA Champions League. À partir de 18h45, le club Brugge sera face à Aston Villa. Au même moment, le Shakhtar Donetsk sera l'adversaire de Young Boys. Le Bayern Munich, battu au cours de la 3e journée par le FC Barcelone, sera face au Benfica. Et puis le FC Barcelone, bien entendu, sera l'adversaire de Zvezda en déplacement. Bien entendu, le Feyenoord va affronter le RB Salzbourg. Inter Milan sera l'adversaire de Arsenal de Mikel Arteta. Le PSG va affronter Atlético de Madrid. Sparta Praha sera l'adversaire du Stade brestois et Stuttgart va affronter Atlanta Bergame. 9 différentes affiches à suivre. Aujourd'hui, on a une affiche. J'aimerais vous poser cette question. Le Stade brestois, l'un des petits poussés de cette année. Et qui fait des merveilles. Des merveilles, 3 journées de suite sans échec pour le club, pour sa toute première participation en UEFA Champions League aux côtés des équipes de gros calibre. Ma foi, je pense beaucoup plus que les gros calibres sont beaucoup plus en difficulté. Mais oui, j'ai l'impression que la nouvelle version de cette compétition n'arrange pas les grands clubs, les grandes équipes apparemment. Mais bon, si ça peut nous faire changer de refrain et ne pas avoir encore les mêmes équipes qui remportent la compétition. Ça ennuie, oui, parce qu'on a l'impression que c'est fait rien que pour certaines équipes et les autres devraient venir tout le temps en balade. Pourquoi pas Brest champion? Pourquoi pas Brest champion? De toute façon, ce sera à l'actif de la compétition. Absolument. Voilà, 9 différentes affiches à suivre pour le compte de ce mardi, toujours dans le cadre de cette 4e journée de la phase des ligues de la Coupe aux grandes oreilles. Prenez bien entendu les différents rendez-vous. Parlons maintenant d'un joueur qui a participé à plusieurs saisons de l'UEFA Champions League, mais qui aujourd'hui évolue du côté de l'Arabie Saoudite, notamment dans l'équipe d'Al Hilal. Il s'agit du joueur brésilien Neymar Junior qui retourne
à l'infirmerie quelques jours seulement après son retour en compétition. Lui qui a signé son retour sur la pelouse 379 jours après sa blessure au ligament, notamment au cours de la Ligue des champions d'Asie. Il y a quelques jours, il a de nouveau été sorti du terrain sur blessure le week-end écoulé lors de la victoire 3-0 d'Al Hilal contre Esteghlal. Esteghlal, bien entendu. L'ancien joueur parisien est de nouveau sorti sur blessure musculaire. Il faut dire que depuis son retour de blessure, Neymar n'a joué que 42 bonnes minutes et le voilà de retour à l'infirmerie. Tanguy, doit-on dire qu'il est maudit ou c'est la fin de carrière qui envoie des signes aux joueurs brésiliens? Je crois que il est vraiment en train de décliner. Et à sa place, je pense qu'il penserait certainement à une retraite. Je penserais à une retraite, même si je suis un peu surpris par ces bobos de santé. C'est vrai que c'est son job depuis le PSG. Et parfois, on se demande s'il est vraiment blessé ou s'il est toujours en train de faire son jeu pour aller faire son anniversaire comme il en a l'habitude chaque année quand il était au PSG. Mais on verra bien. On verra bien, bien entendu. On va poursuivre maintenant avec... on va revenir au pays maintenant pour parler de la 5e session de la Ligue de la licence CAF-D organisée par la Fédération béninoise de football au titre de l'année 2024. Eh bien, l'instance fêtière a dévoilé, sinon informe les candidats des nouvelles dates retenues pour la formation. La toute première semaine de formation précédemment annoncée du 18 au 22 novembre 2024 va se dérouler du 11 au 15 novembre 2024. La deuxième semaine de cette session de formation prévue précédemment annoncée pour du 9 au 13 novembre 2024 est renvoyée du 2 au 6 décembre 2024. Et puis l'étape de la certification, bien entendu annoncée du 6 au 8 décembre 2024, est renvoyée au 6, bien entendu est maintenue au 6, du 6 au 8 décembre 2024. Il faut dire que sur la liste des retenues pour cette 5e session de la licence D de la Confédération africaine de football organisée par l'instance fêtière du football béninois, ils sont 30 candidats retenus pour cette 5e session de formation. Et puis la fédération invite ces derniers à confirmer leur participation auprès de la direction technique nationale selon les procédés habituels au plus tard le jeudi 7 novembre 2024. Il faut dire que les personnes qui ont déposé leur candidature, sinon leur dossier, et ne figurent pas sur cette liste de la 5e session de la licence D de la CAF seront programmées pour les prochaines sessions au titre de l'année 2025. On va toujours parler football maintenant, mais cette fois-ci football des personnes amputées. La deuxième journée de la première édition de la Coupe du monde féminine de personnes amputées s'est déroulée bien entendu hier avec à la clé 4 différentes rencontres déroulées. L'équipe du Kenya, l'un des représentants africains dans cette compétition, a enregistré une victoire après son nul d'entrée en compétition face à l'équipe du Pérou 2-0 à l'arrivée. Les États-Unis d'Amérique se sont imposés à l'Ukraine par un score de 4-0. L'Ukraine qui concède ainsi sa deuxième défaite dans la compétition. La Pologne s'est offert une victoire 5-0 devant l'équipe brésilienne, et puis le Haïti s'est incliné devant l'équipe de l'Angleterre sur un score de 0-1. La troisième journée de compétition se déroule bien entendu ce mercredi avec à la clé 4 différentes affiches à suivre. Le Pérou sera face au Haïti à partir de 15h30. Au même moment, l'Angleterre sera l'adversaire du Kenya. Puis l'Équateur va affronter les États-Unis d'Amérique pour leur troisième sortie de la compétition. Et la toute dernière rencontre de la journée va opposer la Colombie à l'équipe du Brésil. Ça sera parti de 23h30. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité du football. Oui. Alors, on va passer à la balle au panier. Monrovia qui accueille depuis hier les éliminatoires de la zone 3 qualificative pour l'édition 2024 de la FIBA Women's Basket League Africa. L'équipe d'énergie BBC, championne du Bénin, saison 2024, tombe d'entrée. Oui, le champion en titre du Bénin dans la discipline du basketball, bien entendu, enregistre un faux pas pour leur entrée en compétition dans la course qualificative à la prochaine FIBA Women's Basketball League Africa face à l'équipe de Custom du Nigeria. Les électriciennes d'énergie BBC se sont inclinées sur un score
de 39 à 58. Une défaite qui fait mal à l'équipe béninoise et qui complique la tâche à l'équipe, bien entendu, des électriciennes qui avait, bien entendu, sinon qui a comme ambition de se qualifier pour la phase finale de cette échéance qui va se tenir à Dakar, au Sénégal. On va écouter ici les joueuses, quelques joueuses de cette équipe qui représente le Bénin à cette compétition à Monrovia au Libéria. C'était un match que nous avons bien entamé. Au premier quart-temps, on était bien rentrés dans le match, mais après nous avons commencé par faire certaines erreurs qui nous ont causé des torts. Mais l'équipe adverse a su mettre ces petites erreurs en leur faveur. Ce qui a fait qu'on a vraiment pris de l'eau à la fin du match. Ce qui n'a pas marché, c'est la défense. La défense n'a pas du tout marché, on n'y était pas. Et c'est vrai qu'il y a l'attaque aussi, mais je pense que si on avait mieux défendu, que ce serait beaucoup mieux passé. Le score allait être un peu plus serré. Puis ça a été dur parce que pour nous, c'était quand même très important d'avoir la victoire. Ça nous permettrait d'être encore plus motivés, de bien commencer surtout la compétition et surtout de commencer avec des points positifs pour la suite. Mais néanmoins, cette défaite ne nous décourage pas parce qu'on sait qu'il y a encore du boulot à faire. On sait que tout n'est pas perdu et qu'on doit se relever, se donner à fond. Je pense qu'il nous faut plein d'engagement, de motivation. Et ouais, je pense que c'est ça, l'engagement, de motivation, le reste c'est... Allez, voilà une défaite qui démotive, doit-on dire, les joueuses de l'équipe d'énergie BBC qui représentent les couleurs nationales à ces éliminatoires de la zone 3 pour le compte de l'édition 2024 de la FIBA Women's Basketball League Africa. Mais qu'est-ce qui n'a réellement pas marché du côté des électriciennes d'énergie BBC? La réponse avec le coach, bien entendu, de cette équipe. À l'entame du premier carton, on avait pris l'avance. Et c'est surtout en défense qu'on a pêché. On a pêché sur les sorties, sur les meneuses. Quand il y a des écrans, elles font au moins 2 écrans. Quand il y a les écrans, les joueurs n'arrivent pas à sortir. Malgré qu'on leur a dit, ça a marché à partir du 2e carton. Mais au 3e carton, on a fait quelques remplacements, ça a encore pris un peu d'avance. C'est pour ça sinon le score, face à cette équipe, on peut vraiment tenir. Mais on a lâché prise. On est obligé de gagner. Le match de demain, on va rassembler les joueuses et faire un briefing ce soir pour entamer le match de demain. Donc je suis sûr qu'on va ramener encore plus confiance, qu'on va leur donner encore confiance pour qu'elles commencent le match demain très vite et que ça marche. Donc 3e match également, on va faire la même chose. Il suffit qu'on se concentre, qu'on évite de faire des pertes de balles et qu'on arrive à avoir l'adresse et je pense que ça va aller. Et surtout, défendre. Voilà ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Voilà donc un faux pas qui complique la tâche aux Béninoises dans cette compétition qui contraint bien entendu les électriciennes à aller chercher 2 victoires pour leurs 2 prochaines sorties dans la compétition pour espérer se qualifier pour la prochaine étape de cette échéance. La prochaine sortie des électriciennes, sinon des Béninoises, dans la compétition est prévue pour 13h30 bien entendu ce mercredi. Ça sera face à l'équipe de Commissionnaires, bien entendu, du Libéria. On va souhaiter bonne chance aux électriciennes pour la suite de la compétition. On revient au pays maintenant pour parler bien entendu de la discipline de l'aviron dans le cadre du développement du système sportif national, notamment dans cette discipline. La Fédération nationale de cette discipline de l'aviron, en collaboration avec le Comité national olympique sportif, bien entendu béninois, a organisé à l'endroit de ces techniciens une formation sur le développement de cette discipline au Bénin après. Donc une première phase déroulée en mai dernier. La 2e session s'est déroulée du 27 octobre au 1er novembre 2024 et cette 2e phase de la formation s'est accentuée sur la pratique de l'aviron de mer, pour ne pas dire l'aviron, bien entendu, l'aviron, le biche aviron. Durant toute une semaine, plus d'une dizaine de formateurs ont été outillés par un expert formateur international dépêché pour la circonstance pour développer le cadre technique des entraîneurs grâce à un programme d'éducation qui permet une amélioration qualitative. Je propose ici un extrait de l'expert formateur
à l'issue de cette session de formation. C'est une continuité de ce que nous avons fait au mois de mai. On a fait la formation de 12 entraîneurs en aviron classique. Il y a l'aviron classique qui se joue aux Jeux Olympiques. Et cette fois-ci, on est venu pour faire une formation en entraîneur d'aviron de mer ou beach. Beach, pourquoi? Parce que l'aviron de beach s'est inscrit dans les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et il s'est inscrit aussi aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar au Sénégal en 2026. Donc tout le monde s'est prêt pour ça. La Fédération internationale, en collaboration avec la Solidarité olympique et le Comité olympique béninois et la Fédération béninoise d'aviron ainsi que le ministère de Sport, travaillent en collaboration, main dans la main, pour qu'on développe cette activité, cette discipline olympique, pour préparer les Béninois, les jeunes Béninois, pour les Jeux Olympiques surtout, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler en 2026. Parmi les 12 qui ont fait la formation au mois de mai, nous avons maintenant 10 qui sont restés pour faire l'aviron de beach. Et ces 10-là, ils ont fait une formation pendant toute cette semaine pour faire après l'identification des talents, pour sélectionner les athlètes, pour sélectionner dans tout le Bénin, choisir les bons athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et en deuxième étape, bien sûr, dans une même continuité, dans une même synergie, dans une même dynamique de travailler pour les Jeux Olympiques de Los Angeles qui sont demain, bien sûr. 4 ans, c'est très court. Donc c'est ça la stratégie de la Fédération internationale et bien sûr le souci du Comité olympique et du gouvernement béninois pour développer le sport, bien sûr, donc dans une orientation bien claire. Voilà donc le Bénin qui se met déjà au pas pour la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et ensuite anticiper sur les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Il faut dire que ce stage est financé par la Solidarité olympique et managé par World Rowing sur le contrôle du Comité national olympique et sportif béninois et bien entendu, il s'inscrit dans le cadre de l'optique du programme de développement du système sportif national, notamment de la Fédération béninoise d'aviron. Je vous propose ici le président, un extrait du président Julien Minanvoire, président du Comité national olympique et sportif béninois, qui explique le bien fondé de ce programme. Nous considérons qu'il faut développer l'aviron dans notre pays. Pour le faire, donc, il faudrait que nous puissions fabriquer des gens capables d'être déversés sur le plan national dans chacun de nos départements. C'est à cette étape-là que nous sommes maintenant. Et ceux que vous voyez subissent ce qu'on appelle la formation des formateurs. C'est eux qui après seront utilisés par le programme avec la fédération pour aller dans les démembrements, former des animateurs de ce sport-là. L'expert est quelqu'un dépêché de la Fédération internationale d'aviron. Le financement est accordé par la Solidarité olympique à la demande du Comité olympique. Et puis bon, ça fait partie des formules de soutien que le Comité olympique apporte à ses fédérations membres. Voilà donc Tanguy, le Bénin qui s'apprête déjà pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 et puis anticipe déjà sur la préparation des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, n'est-ce pas? Très belle entreprise en tout cas, ça nous permettra certainement d'engranger des médailles. Voilà, ce rendez-vous, on verra bien. On verra bien. Eh bien, ça sera tout pour l'espoir de ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide Rouet, pour donc la présentation de ce bulletin des informations sportives sur Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'on va tout à l'heure, lors de nos débats, parler donc de l'actualité aux États-Unis. C'est l'élection présidentielle avec cette forte avance que prend l'ancien locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, face à Kamala Harris. On verra bien
si les heures à suivre vont permettre en tout cas de confirmer, je dois dire, son élection donc à la Maison-Blanche. Pour l'instant, on va passer par la case économie et voici Jacques Degbé en ligne. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. Avec vous, on va parler du budget de la commune de Parakou pour l'exercice 2025. 14 milliards 95 millions 297 385 francs CFA. C'était assez exact le chiffre. C'est le budget exercice 2025 donc de la ville capitale économique du nord du Bénin. Il a été adopté à l'unanimité la semaine écoulée lors de la session budgétaire tenue à l'hôtel de ville. La troisième ville à statut particulier du Bénin, Jacques, tient donc son budget pour l'année prochaine. Oui, Tanguy, c'est le moins que l'on puisse dire, mais un petit rectificatif avant de poursuivre, c'est plutôt 4 milliards 95 millions. 4 milliards, oui. 97 385 francs CFA, donc pour ce qui concerne le budget exercice 2025 de la mairie de Parakou, c'est un budget ambitieux, c'est un budget en hausse de près de 220 millions de francs CFA par rapport au budget prédictif de l'année 2024. Ça, c'est une hausse de plus de 5%. C'est un budget bien sûr équilibré en dépenses et en respect que les conseillers municipaux de la cité des Kobourou ont validé mardi 29 octobre dernier lors de la 4e et dernière session ordinaire de l'année qui est autre que la session budgétaire. C'est une tradition dans l'ensemble des 77 communes de notre pays lors du dernier trimestre de l'année. Parakou, la troisième ville en particulier du Bénin, vient de la respecter. Le maire Moussa Zimé Chabi en tant qu'autorité politique et le secrétaire exécutif Hyacinthe Elégbédé, patron de l'administration communale, ont donc l'instrument économique, la boussole pour mener leurs différentes politiques de développement pour le bonheur de plus de 324 000 habitants que compte la mégapole du septentrion, le tout dans un climat plutôt paisible au sein du conseil communal, un conseil constitué d'élus bloc républicain, Union progressiste, le renouveau et de force courir pour un Bénin émergent qui de preuve, s'il en fallait encore une, et que s'il s'agit des questions de développement de la cité commune, ces conseillers municipaux savent que les divergences montrent l'instant d'une session qui aura duré 3 jours, et cela est aussi à mettre à l'actif du maire Inoussa Zimé Chabi, qui a bouclé il y a seulement quelques mois, plus de 4 ans à la tête de l'hôtel de ville. Alors, faut-il le repréciser, 4 milliards, décidément. Problème avec 14 milliards ce matin. 4 milliards, 95 millions de francs CFA donc pour le budget 2025 de la commune de Parakou. C'est beaucoup d'argent, avec quelques 300 millions à peu près d'augmentation par rapport à l'année passée. Mais Jacques, à quoi est-ce que sera destinée cette grosse somme pour la ville de Parakou l'année prochaine? Alors là, Tanguy, vous m'amenez à ouvrir la page des dépenses en investissement pour l'année 2025, puisque c'est surtout à ce niveau que se retrouvent les grandes prévisions sur lesquelles les populations attendent de la mairie. D'abord, la question de la voirie, c'est l'une des principales préoccupations des Paraquois. Il suffit d'écouter les grognes chaque matin sur les différentes chaînes de radio ici pour comprendre de quoi il s'agit. Et la bonne nouvelle est que le conseil municipal semble avoir entendu le coup de cœur de ses administrés, puisque 92 425 927 francs CFA sont prévus pour le reprofilage des voies. Et sur s'il vous plaît, le même montant est voté pour l'ouverture des voies, l'installation de la voirie, la réhabilitation de feux tricolores, pour être plus précis, va coûter 10 443 300 francs CFA. Comme en 2024, encore faudrait-il que cette somme soit consommée. Cette fois-ci, en 2024, c'était 0% de taux d'exécution. En conséquence, les feux tricolores ne fonctionnent pas normalement. Je ne vous parle même pas des nombreux cas d'accidents explacés. Puis au chapitre des dépenses d'investissement, rubrique ouvrage d'approvisionnement en eau potable, la mairie vous débloquer 2025 60 287 360 francs CFA contre 41 millions en 2024.
de quoi accompagner les efforts colossaux du gouvernement en matière d'approvisionnement en eau potable dans la commune. Alors, la deuxième phase du projet de densification et de renforcement du réseau de distribution en eau potable est en cours dans plusieurs quartiers de la ville. Ajouté à tout ça, la réalisation des caniveaux, de la publique, les près de 300 millions prévus pour la construction de centres de santé, le bâtiment à usage artistique, culturel et sportif évalué à 322 300 000 francs CFA, ou encore les 79 617 365 francs CFA à débloquer pour l'agriculture. Ce sont de grandes réalisations qui sont prévues l'année prochaine par le conseil municipal. On ne pourra pas quantifier ici, mais est-ce que ces réalisations sont concrétisées? On aura réduit les grandes des populations qui ne demandent que des résultats et non des excuses à leurs autorités. Absolument, Jacques Dépé, je ne sais pas si vous pourriez bouger légèrement, en quelques difficultés en tout cas, pour vous entendre assez clairement. Il y a quelques bruits qui compliquent un peu la clarté de l'écoute. Faut-il dire déjà, il n'y a pas que Jacques, il n'y a pas que les dépenses en investissement qui soient prévues. Oui, Tanguy, il y a aussi, vous en doutiez, les dépenses de fonctionnement. Et à ce niveau, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup à dire entre les dotations en carburant, les fournitures de bureaux, les transformations informatiques et électriques, les frais de communication et autres primes et indemnités. Bref, c'est plus de 3 milliards de francs CFA qui sont réservés pour les dépenses de fonctionnement. Dans ce chapitre, par exemple, les frais de mission à l'intérieur, à l'extérieur des élus oscillent autour de 25 millions de francs CFA, les salaires des conseillers à 234 889 000, les honoraires et frais divers à 55 300 000, les traitements de salaire qui s'élèvent à 366 8 146 francs CFA. Bon à savoir aussi, pour 2025, une subvention de 10 millions pour les coûts de renforcement. Les travaux dirigés dans les collèges a été voté. C'est le même montant qu'en 2024, sauf qu'en 2024, aucun COPEC n'avait été utilisé dans ces 10 millions, espérant que cela change l'année prochaine pour le bonheur des candidats au BEPC et au baccalauréat notamment. 5 millions de francs CFA sont aussi prévus pour l'appui à la cantine scolaire dans la commune, tout comme en 2024 où rien n'avait été utilisé de ce montant. Voilà donc de façon résumée les grandes réalisations qui sont prévues au niveau des dépenses de fonctionnement. Et est-ce qu'on va trouver tout cet argent-là, Jacques? C'est là tout le défi, Tanguy, parce que ces millions et milliards de francs CFA dont nous parlons depuis ne sont jusqu'ici nulle part. Les 4 milliards 95 millions ne sont pas dans un coffre, comme je me plais souvent de le dire. Ce ne sont que des provisions, un budget, ce sont des recettes et des dépenses. Il faut donc aller trouver ces fonds avant de pouvoir les dépenser par des impôts et taxes, des produits des services du domaine et ventes, des dotations, subventions et participations. C'est d'ailleurs dans ce chapitre que se retrouvent des subventions de substitution versées par l'État, les fonds FADEC, les fonds d'appui au développement des communes. Et quand on parle d'impôts et taxes, les citoyens sont appelés à contribuer. Il faut payer ces impôts et taxes. Ce qui compte est qu'on souhaite les nombreuses réalisations qui sont faites. Jacques Degbe, merci. Tanguy, merci à vous. Bonne journée à Parakou. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. Toutes nos excuses pour la qualité de cette communication ce matin. Certainement, Jacques va nous revenir avec une meilleure communication mercredi prochain. Moi, je vais vous proposer de marquer une pause rapidement, le temps d'installer les débatteurs ce matin. Voici la pause. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail
au crc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La semaine du numérique, c'est l'événement incontournable des acteurs du secteur. Sous le thème Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, la semaine du numérique vous donne rendez-vous du 4 au 8 novembre 2024 au Palais des Congrès et à la place de l'Amazone. Participez à des conférences, des masterclass thématiques et activités ludiques sur le gaming. Professionnels des médias, influenceurs et créateurs de contenu, ce rendez-vous est le vôtre. Retrouvez toute l'actualité de la semaine du numérique sur www.semainedunumérique.bj. La semaine du numérique, un événement du ministère du numérique et de la digitalisation. La semaine du numérique, c'est l'événement incontournable des acteurs du secteur. Sous le thème Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, la semaine du numérique vous donne rendez-vous du 4 au 8 novembre 2024 au Palais des Congrès et à la place de l'Amazone. Participez à des conférences, des masterclass thématiques et activités ludiques sur le gaming. Professionnels des médias, influenceurs et créateurs de contenu, ce rendez-vous est le vôtre. Retrouvez toute l'actualité de la semaine du numérique sur www.semainedunumérique.bj. La semaine du numérique, un événement du ministère du numérique et de la digitalisation. Nous voici de retour donc pour échanger autour de l'actualité qui accroche l'attention du monde entier, l'élection présidentielle aux États-Unis. Franck, bonjour. Eric, bonjour. Ulrich, bonjour. Bonjour, Tanguy. Et bien donc, les tendances qui nous parviennent ce matin, actuellement il doit être autour de 1h du matin en principe, si mes calculs sont bons, aux États-Unis. Et les grandes tendances qui nous parviennent, c'est, mettons Franck, Donald Trump qui est en tête avec un écart pratiquement d'une trentaine de points en matière donc de grands électeurs. On ne l'y attendait pas du tout puisque même les sondages à la veille de ce vote-là étaient encore compliqués et étaient indécis aussi.
Oui, on avait parlé d'une élection très serrée en raison des sondages que ces agences-là nous ont donné à la veille de l'élection. Mais vous savez, il y a eu des analystes qui ont pensé que ça ne devrait pas être trop compliqué pour Donald Trump. Et aujourd'hui, les premiers chiffres que nous avons, c'est vrai qu'il faut prendre ça avec un tout petit peu de réserve parce qu'il y a encore de grands États qui n'ont pas encore livré leurs chiffres. Et donc, ils ont analysé et ont vu qu'avec tous les lobbies qui étaient derrière Donald Trump, qu'il serait quand même très difficile à Kamala Harris de remporter cette élection. Visiblement, ceux qui ont eu ces analyses-là sont en train de vouloir avoir raison sur ceux qui pensent que Kamala pouvait passer le cap de cette élection-là. Ce qui est sûr, vous savez, avec l'écart que nous observons avant même de venir sur ce plateau, je crois qu'ils étaient à 210 contre 248. Je crois que l'écart est déjà, le cas qui est creusé est assez énorme. Pour rattraper cela, il faudra pour Kamala Harris de gagner encore dans des États clés, dans plusieurs États clés, et ce n'est pas très évident. Parce qu'avec à l'allure où vont les chiffres aujourd'hui, je me demande si elle pourra rattraper. Ce qui est sûr, on voit déjà que la tendance américaine, enfin la tendance qui domine aujourd'hui au niveau donc des Américains, c'est Donald Trump. Ça veut dire que d'une part son discours a marché, ça a eu un écho favorable dans le rang des Américains. Et on pourra tirer les grandes leçons de cette élection présidentielle aux États-Unis en temps opportun. On attend donc les derniers chiffres pour mieux analyser. Eric ? Oui, je pense que déjà ce matin, on constate qu'il y a un petit écart entre le candidat républicain Donald Trump et la candidate démocrate Kamala Harris. C'est vrai, comme vous l'avez relevé, tout au long de la campagne et dans les sondages, justement, on voyait une progression de Kamala Harris. Mais ce n'est pas la première fois que les sondages, comme on dit, n'ont pas révélé exactement la voix des urnes. En tout cas, à cette étape où nous en sommes, on constate bien que le candidat républicain est en avance sur la candidate démocrate. Donc je pense que c'est ce qui ressort déjà, les éléments que nous avons à ce moment précis. Et ça m'étonnerait que cela change dans la suite de ce que nous allons voir, parce que les grands États, en tout cas les plus en vue, sont déjà tombés aux mains des républicains. Et donc, juste avant de monter sur ce plateau, il y a un observateur qui faisait savoir que c'est très rare que dans des situations comme ça, que la tendance se renverse aussi rapidement en faveur de la candidate démocrate. C'est pas sous les tropiques. Voilà, donc... sinon, en Guinée, ça s'est réalisé avec les professeur Alpha Condé. Il avait 20 points de retard sur son challenger. Et le système politique américain a ses secrets. Nous avons aussi nos secrets. Vous savez, chez nous, on a les résultats dans la même journée, en tout cas en l'espace de 24 heures aux États-Unis. Nous, on est en mesure d'avoir les résultats avant même les élections. Le scrutin. C'est une technologie assez avancée. Nous avons le faille. D'accord. Donc ce sont les Bokono qui... Oui, Eric, finissez s'il vous plaît. Dans le cas où ce que nous constatons là maintenant va davantage se préciser, c'est que il est clair que le prochain président des États-Unis sera justement Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Nous savons véritablement que l'homme a promis une fois qu'il sera élu, qu'il va mener la plus grosse campagne d'expulsion. On parle de 11 millions de personnes. Et donc, avec les statistiques que nous avons, j'imagine un peu le sentiment des personnes qui seraient concernées à ce moment. Enfin, pour ce qui se dessine véritablement pour eux. Donc, il y aura un peu de dirigisme en termes d'action politique. Et nous avons aussi que ce soit la Sénat, la Chambre et tout ça chez eux,
il y a les républicains qui sont aussi en avance, donc ça va être un peu compliqué aussi pour les démocrates pour les 4 prochaines années d'avoir vraiment une certaine possibilité à agir dans le jeu politique aux États-Unis. Ulrich? Oui. On constate avec les sondages la Chambre des représentants, voilà, que déjà la vague rouge est en train de l'emporter. C'est vrai que le dernier mot n'est pas encore dit du côté de la vague bleue, mais déjà on constate que même le grand mur bleu, qui a priori était souvent le mur le plus indestructible des bleus, commence par se décolorer pour se peindre en rouge. Donc cela pose un véritable problème, surtout quand on sait déjà que au niveau de Kamala Harris, on a 214 grands électeurs, et au niveau de Donald Trump, on a 247 grands électeurs, donc une différence de 33 électeurs. Normalement, avec 270, rapidement, l'un d'entre eux remportait les élections. Mais là, on sent qu'il y a une grande différence déjà. 33 points, c'est pas peu. 33 grands électeurs comme différence, c'est pas peu. Et ce qui se dessine aujourd'hui encore est différent de ce qui s'est passé il y a quelques années avec Hillary Clinton, parce que dans le cas de Hillary Clinton, elle avait remporté le vote populaire. Et c'est Donald Trump qui a remporté au niveau des grands électeurs. Ici, on est en train de constater que non seulement Donald Trump est en train de remporter déjà le vote des grands électeurs, mais il est encore en train de remporter le vote populaire. Ça pose véritablement un problème au niveau des démocrates. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre-temps pour que même le grand mur bleu commence par se décolorer en mur rouge? Là, il se pose un véritable problème. Donc, tel que les résultats, les tendances sont en train de... Il serait difficile pour Kamala Harris aujourd'hui de refermer cet écart, de fermer ce gap. Ce serait très difficile pour elle. Remonter dans les sondages, remonter dans les chiffres aujourd'hui, avec ce pourcentage de dépouillement, c'est difficile. Et tel que tout se présente, on voit déjà la vague rouge prendre la Maison-Blanche. On voit déjà Donald Trump rempiler, revenir à la Maison-Blanche. Et Eric a bien fait de commencer déjà par parler des incidences de ce vote. C'est vrai que la politique migratoire est la première option de Donald Trump. Il en a parlé déjà. Et certainement qu'il y aura également des changements au niveau des relations des États-Unis vis-à-vis du monde. D'abord, vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Afrique aussi. Donc, il y aura ces deux tendances-là. Il a bien précisé que l'aide au développement sera d'une certaine manière réduite. Et ça va effectivement changer un peu la carte de ce que nous avions l'habitude de voir. La présence américaine qui était assez forte dans les aides au développement. Mais aussi, ça peut aussi porter un peu un discrédit aux États-Unis, puisque nous savons que la Chine, en ce moment, est en train de faire les yeux doux à l'Afrique. Donc, on verra bien comment ça va se passer après. Avant d'examiner toutes les implications éventuelles liées à cette probable issue donc, de l'élection, on va déjà examiner et s'expliquer un peu ces chiffres, ces tendances qui sont là. J'avais dit que les sondages avaient été très serrés, en tout cas, et quelques éléments avaient montré de grandes chances pour la candidate démocrate. Elle avait été embarquée comme ça, elle a pu quand même faire son retard, alors que Joe Biden était laissé sur le quai. Alors on se disait qu'en tant que femme, et avec ce rattrapage qu'elle a pu faire, qu'elle avait suffisamment de chance. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement qu'à l'arrivée, on a ces résultats-là, Franck? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Kamala Harris devait défendre un bilan. Elle a été la vice-présidente jusqu'à sa désignation pour porter le flambeau du parti, le plus parti démocrate, des démocrates là-bas aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas facile pour quelqu'un de porter, de défendre son bilan, parce que Donald Trump a eu le temps de mentionner toutes les failles, toutes les insuffisances de la gouvernance de Joe Biden. Et il avait beaucoup d'arguments, comme je l'ai dit déjà hier sur ce même plateau. Des Américains ont estimé que le pouvoir d'achat de l'Américain s'est affaibli. La question migratoire n'a pas été suffisamment débattue sous Joe Biden. Il y a eu, comme argument avancé par les républicains, il y a eu comme du laisser-aller. Alors que ce que propose aujourd'hui Donald Trump, c'est de pouvoir permettre aux Américains de disposer de leur patrimoine, de vivre sur leur territoire et de ne pas être embêtés en griffe
par ceux-là qui viennent d'ailleurs pour les encombrer. Donc quand vous écoutez ce genre de discours et que vous les calquez sur le bilan de Joe Biden qui, au cours de son mandat, n'a pas pu véritablement prendre des mesures fortes dans ce sens-là, c'est normal que ça se passe ainsi. L'autre chose, c'est que on voit à travers Kamala Harris, tout son bilan qu'elle a pu capitaliser quand elle était, disons, procureur, les fonctions qu'elle a occupées avant d'être vice-présidente et aujourd'hui candidate porte-flambeau des démocrates là-bas. Et donc tout cela a pesé dans la balance. Et il y a également que les gens avaient soif de changement. Parce qu'on a vu Joe Biden à la fin un peu affaibli. Joe Biden qui visiblement n'avait plus la force de pouvoir tenir face aux questions brûlantes qui secouaient, disons, les États-Unis. Et quand vous voyez tout ça, on se dit, mais est-ce qu'il faut redonner, est-ce qu'il faut encore leur permettre de faire cela, de nous proposer encore la politique qui n'a pas marché pendant leur mandat? Donc, le choix est vite fait. Et puis, ces grands lobbies, n'oubliez pas, ces grands lobbies qui, en fait, décident de ce qui va se passer au cours des élections. La plupart étaient du côté de Donald Trump. Tout cela mis dans l'un dans l'autre, ça a favorisé Donald Trump, les républicains. Oui, Ulrich, on ne s'attendait pas à si grand écart. Effectivement, on ne s'attendait pas à un si grand écart, mais déjà, je veux commencer par la dernière partie abordée par Franck, les lobbies, justement. Quand vous regardez derrière les candidats, c'est les lobbies qui déjà déterminent l'image qui doit suivre. Quand vous avez, par exemple, le secteur de l'armement, le secteur des armes, de la défense, qui est déjà avec Joe Biden, quand vous avez le secteur du pétrole qui est avec Joe Biden, quand vous avez le secteur aérien qui est avec Joe Biden, vous savez déjà que c'est pratiquement ça, les États-Unis même, parce que de l'autre côté, au niveau de Kamala Harris, vous avez les énergies vertes, vous avez les finances vertes, vous avez la technologie. Donc quand vous faites déjà la part des choses, vous sentez déjà qu'au niveau des lobbies, Donald Trump pesait beaucoup plus. Maintenant, revenons au résultat même, et ce que nous avons vu ce que nous avons lu à travers cette image. Kamala Harris est l'héritière d'une situation qui n'arrange pas trop les États-Unis. Et en réalité, quand vous regardez le vote, vous ne voyez pas un vote calqué sur Kamala Harris, la personne de Kamala Harris, mais plutôt un vote qui montre la colère des Américains qui ont eu à constater que les démocrates ont été incapables de faire face à l'inflation qui a gangréné le système américain pendant un bon moment. Donc, ce n'est pas Kamala Harris. La punition, en fait, ce n'est pas un vote punitif contre Kamala Harris, mais un vote punitif contre les démocrates. Donc, c'est ce qu'on est en train de lire à travers ces images-là, puisque, vu la personne qui a fait ses performances jusqu'à ce niveau, on sent qu'il y a un travail qui a été fait, mais les Américains sont fâchés, surtout quand on connaît les zones des États qu'on appelle le grand mur bleu, ceux-là qui sont indéfectibles, ceux-là qui sont toujours avec les démocrates, et qui, ces murs-là, aujourd'hui, se retrouvent en train d'être repeints en rouge. Il y a véritablement matière à réfléchir. Il semble que de ce que les Américains ont comme problème aujourd'hui, que Donald Trump a plus de solutions ou propose plus de solutions que les démocrates. En tout cas, c'est peut-être pour ça que nous observons une progression de Donald Trump sur Kamala Harris. Quand nous prenons la question de l'immigration, il se trouve que sous Biden, les chiffres ont flambé. Il se trouve que on a constaté plus de présence de personnes ne disposant pas de papiers sur le territoire que sur la période où Trump était président. On sent bien que pour les démocrates, il faut certes lutter contre l'immigration, mais avec un visage plus humain. Les Américains plus compatissants, la solidarité, aider les gens et tout ça. Ça n'est pas le discours de Donald Trump. Il faut y mettre fin avec beaucoup de force. Il faut y aller par la violence s'il le faut. Et cette solution, on estime que les Américains préfèrent ça, que quelqu'un puisse s'occuper véritablement de leur territoire,
parce que c'est aussi une question de souveraineté. Quand quelqu'un viole votre territoire sans passer par les filtres de l'administration pour se faire enregistrer ou pour obtenir un document qui lui permet d'être sur votre territoire, eh bien, c'est une violation, n'est-ce pas, de votre territoire. Et donc, pour les Américains, ils en ont marre. Il faut vraiment que quelqu'un s'occupe véritablement de ce problème. Et la solution, c'est la campagne d'expulsion que Donald Trump a proposée, a présentée ces jours de campagne. Sur l'économie, oui, Ulrich l'a évoqué, nous avons affaire à quelqu'un qui a derrière lui un conglomérat d'acteurs économiques qui sont prêts à l'accompagner pour que la question de l'inflation soit réglée. Et donc, dans ce qui divise aujourd'hui les Américains, ils estiment que Donald Trump a plus de solutions pratiques que du côté des démocrates qui sont plus dans les valeurs, les principes, dans l'universalité et puis tout ça. Et est-ce que véritablement, même avec Donald Trump, à la fin, on pourra avoir la mise en œuvre, l'application de ces solutions, comme tel que ça a été dit durant ces jours de campagne? Parce qu'après, nous connaissons aussi l'autre côté de Donald Trump. Quelqu'un d'imprécis, quelqu'un qui peut prendre une décision aujourd'hui, demain on change. On a vu ça quand il a été président il y a quelques années en arrière. Est-ce qu'on ne va pas revivre aussi cette façon de gérer un État? Allez, on va passer à la deuxième. Oui, c'est possible. En tout cas, on dit que à chasser le naturel, il vient au galop, il revient au galop. Donc, certainement que Donald Trump, en tout cas pour les 4 années d'absence à la Maison-Blanche, n'a pas changé. On verra bien, en tout cas, s'il est élu, ce qu'il fera, autre que ce qu'il a fait pendant qu'il était justement président des États-Unis. Deuxième axe, comment est-ce que on peut, je dois dire, comprendre ce choix-là d'aller désormais vers justement quelqu'un dont on connaît quand même le passé, qui a remis en cause pas mal de choses. Même l'image des États-Unis à travers le monde avait été quelque bouleversée et écornée. Quelqu'un qui, en partant, ma foi, a mis le Capitole en sens dessus et dessous, même s'il continue à réclamer. Qui peut tweeter 50 fois dans la même journée. 50 fois dans la même journée. C'est un président assez branché, etc. Comment est-ce qu'on peut comprendre, Franck, ce choix des Américains? Oui. Est-ce qu'avec ce comportement de Donald Trump, l'Amérique s'est trouvée renforcée à travers le monde? Est-ce que l'image de l'Amérique, les États-Unis, puissance mondiale, est-ce que ça a été écorché? Est-ce que ça a permis aux Américains de s'affirmer, de savoir que bon, oui, c'est nous, ce que nous faisons, c'est d'abord les Américains, se mettre au centre du monde et tout? Je pense que visiblement, oui, parce que si aujourd'hui, on en vient encore à accorder sa confiance à Donald Trump, ça veut dire que les Américains gobaient ce qu'ils faisaient. Ils gobaient, même s'ils ne peuvent pas tout aimer, la majorité des actes qu'ils posaient, les Américains se retrouvaient à travers ces comportements, des tweets, des réactions auxquelles on s'y attend le moins d'un responsable de ce niveau-là. Et tout ça, on lui donne encore la chance de revenir à la Maison-Blanche. Ça veut dire que les Américains aiment cela, les Américains veulent ça de leur pays. Maintenant, je pense que les questions qui ont secoué la gouvernance de Joe Biden, la question de l'inflation, les problèmes liés à la migration, ainsi de suite, il a su travailler la psychologie des Américains sur ces questions épineuses-là. Et je pense qu'en lui accordant leur confiance, les Américains également attendent beaucoup de Donald Trump. Ce qu'il dit, je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau de ceux qui définissent la politique des États-Unis. Est-ce que on va lui accepter, lui donner carte blanche pour tout ce dont il parle là? Parce que lorsqu'on parle de 11 millions de personnes qu'il faut expulser par la force ou par n'importe quel autre moyen, c'est comme vider tout le Bénin. Oui, c'est comme vider tout le Bénin, voilà. Et puis ces gens-là, ce sont
disons, c'est la main-d'œuvre dans différents secteurs, dans les mines, dans l'énergie, dans, disons, dans la restauration, dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le brassage est de telle sorte que même ceux qu'on veut vider là, certains ont déjà ils ont déjà tissé assez de liens et participent au PIB, participent... Et à la démographie aussi. Oui, la démographie. Parce que chez eux également, ils ont besoin peut-être à des endroits donnés de rajeunir un peu la population. Et l'arrivée de ces migrants-là, ça participe de cela également. Donc, sur la politique économique, la politique... de développement des États-Unis, avec ce que dit Donald Trump, je veux bien voir au bout de son mandat ce que sera l'Amérique, s'il pourra véritablement expliquer cela et les incidences que ça aura dans différents secteurs. Oui. Mais toujours est-il que les Américains veulent ça, ils veulent voir comment ça va se réaliser. Ce qu'ils proposent pour lutter contre l'immigration, c'est peut-être une mesure extrême. Mais vous savez, depuis la chute du mur de Berlin, c'est la première fois que nous voyons un chef d'État qui décide de construire une clôture, un mur entre les États-Unis et puis le Mexique. Et il a enclenché le projet. Alors, si ce n'est pas que, entre-temps, Biden a gagné les élections, je me dis, si les Américains lui avaient accordé sa confiance de façon consécutive à la tête du pays, il aurait peut-être fini, qui sait. Alors, bref, tout compte fait, l'homme a toujours proposé des mesures radicales contre l'immigration. Et donc, expulser, pour lui, dans sa bouche, en tout cas, quand il le dit, il n'y a rien de plus normal, il n'y a rien de plus sensé, et voilà. Et si, aujourd'hui, il emporte avec ses propositions, c'est peut-être ce que veulent les Américains. Qu'on les embête pas chez eux. Oui, c'est peut-être ce qu'ils veulent. Oui. Quand on regarde un peu la manière dont Donald Trump est en train de monter dans les sondages, pour quelqu'un qui, a priori, a utilisé des mots forts et a même joué sur l'image des États-Unis, on se rend compte que la sanction, c'est beaucoup plus par rapport aux démocrates. On a vu des démocrates, on a vu Joe Biden affaibli. On a vu un pays. Vous savez, l'Américain, il est jaloux de son État. Il est tellement patriote qu'il est jaloux de la force de son État. Et l'Américain adore voir son État assez fort, son pays fort. Et ils le disent toujours, les États-Unis doivent être un pays fort. Et avec Joe Biden, on a vu un pays qui s'est affaibli sur le plan international, dans la diplomatie internationale, et même à l'interne. Du coup, les Américains se disent, s'il faut amener quelqu'un, même si on connaît le débit de son verbe et puis parfois même loquace à la limite, il faut quand même le prendre s'il faut que les Américains retrouvent la fermeté, la force de leur pays. Donc je pense que c'est l'image qu'on veut. Mais entre le candidat Donald Trump et le président Donald Trump, il y aura une grande différence. Parce que le candidat a promis certaines choses. Il le fera à sa manière. Est-ce que le peuple acceptera que cela se fasse? On a vu un Donald Trump qui, à un moment donné, a eu des difficultés avec son protocole au début. Donc, c'est pour vous dire que lui, il aura sa manière de faire les choses. Mais une fois investi, le protocole est toujours le plus fort. Donc, le protocole voudra lui imposer des normes. Le Sénat est là pour lui imposer aussi des normes à respecter. Et donc, il sera obligé de réajuster ses ambitions avec les tests de la République, les tests du pays. Donc, en le faisant, il saura donner l'image qu'il faut, même si c'est dans la fermeté, mais en respectant les tests. Vous verrez que déjà, tout à l'heure, nous avons parlé de l'économie. On veut expulser des gens. Dans le même temps qu'on veut expulser les immigrants, les migrants clandestins, on sait déjà que c'est des gens qui contribuent au développement. Il y a déjà des patrons d'entreprises qui ont des difficultés actuellement par rapport à cela, parce que dès qu'ils seront expulsés, il y aura un vide. Ce vide sera compensé par quoi? C'est vrai qu'il faut trouver des alternatives. Certainement qu'il a sa solution à lui. Une chose est certaine, la politique reste d'abord au niveau des promesses. Après les promesses, dès qu'on investit, on se retrouve maintenant dans la pratique. Et la pratique, elle est toujours beaucoup plus difficile que ce qu'on a promis. Oui, nous savons qu'aux États-Unis, la gestion du pouvoir, il y a tout un mécanisme institutionnel qui parfois, même malgré la volonté du président, il n'est pas toujours en mesure d'appliquer sa politique. Mais nous savons, à l'issue des chiffres que nous avons, que le Sénat passe côté républicain. Et la situation est également compliquée pour les démocrates côté Chambre des représentants. Donc, si à ces deux grands niveaux, on décide de la politique en termes d'action
champion des États-Unis et que Donald Trump a la majorité, je pense que ça lui sera plus facile de conduire sa politique à la tête de l'État. Mais après, je pense que quand ça se passe de cette façon, le monde aussi se prépare à accepter les choses de cette façon. On ne serait pas étonné que Trump boude à nouveau l'accord sur le climat parce qu'il en était sorti. C'est Biden qui a ramené encore les Américains dans tout ce qu'il y a comme programme et projet développé à l'échelle internationale sur le climat. Donc, s'il ramène encore cette décision, ça ne va pas étonner que ce soit la communauté internationale ou le reste du monde. Donc, il y a ces sujets sur lesquels l'homme fera ce qu'il avait envie de faire, n'est-ce pas, et ce qu'il a annoncé de faire. Et c'est à nous de nous adapter à ça, parce que bon, après, qu'est-ce qu'on y peut vraiment? Allez, est-ce qu'on va avoir, c'est le troisième axe, hein, est-ce qu'on va avoir Donald Trump entre 2017 et 2021 ou un nouveau Donald Trump? Alors, je pense, et ça, c'est peut-être à lui de faire un examen de conscience. Vous savez, quand il avait été élu face à Hillary Clinton, il venait, c'était sa première expérience, et les Américains se sont sans doute dit, il peut faire l'affaire. Et on lui a confié 4 ans de gestion. Alors, s'il n'a pas été réélu, c'est que peut-être quelque part, les Américains se sont dit, il n'était pas en mesure de faire le job. On a trouvé Joe Biden. Alors, si on le ramène, je pense que c'est qu'on a envie peut-être de reconduire une politique où on s'est dit, c'était l'homme de la situation, donc on le ramène à nouveau pour faire le travail. Parce que, autrement, il ne serait pas... il ne serait pas gagnant de cette élection. Donc, il y a forcément, quelque part, dans l'esprit de chaque Américain, une volonté de lui confier la possibilité de finir ce qu'il avait commencé. Il va continuer à être indifférent par rapport à l'Afrique. Oui. Après, pourquoi voudrez-vous que quelqu'un qui est élu pour s'occuper des Américains s'occupe... Le monde n'est pas en vase clos. Oui, le monde n'est pas en vase clos, mais c'est nous qui pensons que quand ça se passe comme ça ailleurs, que les autres, ils ont un intérêt à nous calculer. Après, moi, je n'ai jamais compris ça. Qu'un président soit élu en France, dans d'autres pays, en Europe ou aux États-Unis, je me pose bien la question, quel est notre problème, dans ça? Oui. En tout cas, ils ne viendront pas faire le bonheur des Africains. Une ça, chose c'est est clair. claire, Donald Trump reste Donald Trump. Et nous l'avons vu même pendant la campagne. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Et juste que les Américains ont besoin d'un État fort. Ils ont besoin de quelqu'un pour redonner de la vitalité à la politique américaine, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, ils se sont dit, qui vraiment peut faire l'affaire? On a vu un Joe Biden affaibli, qui a carrément affaibli l'image des États-Unis. On a vu Kamala Harris, qui était sa vice-présidente et qui est comptable aussi de sa gouvernance. A priori, on estime que les démocrates ont failli à ce niveau. Donc, s'il faut amener Donald Trump, même si on connaît l'homme, le tempérament de l'homme et puis les mots, parfois plus ou moins non habillés que l'homme sort par moment, on se dit, si c'est lui qui doit faire l'affaire, ramener l'état de droit, il ne changera pas. Il ne changera pas. Donald Trump ne changera pas. Trump restera Trump. Il fera du Trump et il va trompeter et on aura du Trump. Et il va oublier l'Afrique. Il va oublier l'Afrique, évidemment. Frank. Si les yeux doux à un continent comme l'Afrique devraient permettre à quelqu'un de gagner les élections, Kamala Harris, à l'heure où nous parlons, devrait être loin dans les chiffres. Parce qu'elle, au moins, elle a fait le tour. Elle est venue en Afrique au cours de leur mandat en tant que vice-présidente. Elle est venue dans quelques pays africains dans le cadre d'une tournée. Et donc, si ça se passe comme ça, c'est que, c'est vrai, l'Afrique représente un enjeu pour toutes les puissances aujourd'hui, pour ceux dont ils ont besoin en termes d'industrie et tout. Mais ce n'est pas, à mon avis, la priorité. Donald Trump ne va pas changer sa politique. Il va se dire, mais si j'ai pu faire ça dans un premier mandat, les gens m'ont fait partir, m'ont fait revenir, ça veut dire que, d'une part, ils veulent toujours que je poursuive la politique. S'il y a quelque chose peut-être à faire, parce que vous avez vu dans quelques pays africains,
où les Américains sont présents, les relations se sont détériorées, ils sont repartis. La question de la politique américaine vers le reste du monde, ça ne changera pas pratiquement. On va rester américain, on va rester Trump, et il ne va pas changer dans son discours. Moi, je crains même qu'au terme de ce mandat-là, que nous ayons des Américains déçus, parce que le discours de Donald Trump, lorsque vous l'avez vu tout au long de la campagne, ça n'a pas varié d'un iota par rapport à ce qu'il avait fait. C'est toujours dans les invectives, c'est toujours dans l'offensive. Et puis, ces questions qu'il a ajoutées aujourd'hui à ce qu'il avait fait au cours de son premier mandat, ce sont des questions assez sensibles qui risquent de retomber sur la tête des républicains au terme de ce mandat-là. Maintenant, il y a beaucoup d'actes que Joe Biden a eu à poser au cours de son mandat. Il peut remettre certains en cause, il peut élarguer certains, il peut revoir carrément tout ce qui a été fait, parce que lui dit, les démocrates, il faut les bouter dehors, tout ce qu'ils font, c'est nul. Il a dit, moi je l'ai écouté, il dit qu'ils ont détruit ce pays, et ils n'ont rien fait, ils ont été paresseux, ainsi de suite. On est en campagne. Oui, en campagne. Mais c'est un adversaire, donc voilà. C'est vrai, c'est un adversaire, mais si il récolte tous ces points-là, ça veut dire que les Américains veulent de cela. Mais j'attends de voir quand même ce que ça va donner. Les gars, merci beaucoup. Il est 9h pile à Cotonou. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée à vous aussi.